Hem, Tout d'abord, merci de votre présence. Je suis à distance, vous l'avez bien compris, j'aurais bien aimé être parmi vous, mais mes occupations font que c'est pas si simple. Alors j'ai trouvé une excuse, c'est que ainsi mon bilan carbone est le meilleur. C'est une petite excuse, mais elle est là. Je suis donc professeur des universités à l'université de Caen. J'ai la chance de coordonner le collectif scientifique national Méthanisation raisonnable, et je vous engage tout de suite à lire un livre qu'a édité Christophe Gatineau sur la méthanisation agricole, une énergie qui sent le gaz. Je vais vous parler donc de méthanisation, d'énergie, de gaz à effet de serre, d'accidentologie, mais pas sans introduire le collectif scientifique, qui est composé donc d'une trentaine de scientifiques au jour d'aujourd'hui, qui sont indépendants, c'est important. Leur carrière, leur reconnaissance scientifique n'est pas basée sur la méthanisation et n'en dépend absolument pas. Ils sont entièrement indépendants aussi, lors de leur intervention, ils ne se font pas rémunérer, et ils représentent, somme toute, une catégorie de disciplines scientifiques assez variées, en tout cas toutes concernées par la méthanisation, que je vous laisserai lire à tête reposée puisque vous aurez les transparents. J'aimerais tout de suite indiquer une chose importante qui est le message de l'Académie des sciences allemande en 2012 à Merkel, qui disait Germany should not focus on bioenergy to reduce the consumption of fossil fuels and GHG emissions, qui veut dire simplement que si on veut réduire les gaz à effet de serre et les consommations d'énergie fossile, eh bien, il faut absolument pas se focaliser sur les bioénergies, donc sur la biomasse. C'était un signe assez évocateur que Merkel a pris en compte en réduisant progressivement les subventions au rachat des gaz de méthanisation. Pourquoi avons-nous créé ce collectif de scientifiques? Tout simplement parce que certaines conséquences de méthanisation étaient largement occultées, que ces conséquences étaient assez variées. Il pouvait y en avoir des positives malgré tout, mais de la langue des riverains, on va dire, il y en avait surtout des négatives, ce qui les avait incités à créer un collectif national que vous connaissez bien, qui est le collectif national CNVM-CH pour le canal historique. Et je dois dire que lorsque on a décidé de créer ce collectif scientifique, en fait, les scientifiques étaient répartis sur différentes associations de riverains. On avait tout de suite une image qui était de nuisance, d'impact sur les sols, sur les nappes, sur les dépréciations immobilières engendrées par les constructions. On s'est donc réunis pour essayer d'y voir clair, peut-être nous-mêmes d'abord, mais surtout pour amener un message un peu clair aux riverains. Et en fait, toutes ces nuisances sont peut-être la face émergée de l'iceberg qui aujourd'hui se dessine beaucoup plus nettement. Ce qui fait que les riverains, qui sont souvent alertés tard, vous le savez, hein, lorsqu'il n'est plus possible en tant que porteur de projet de cacher ce qu'on est en train de développer, on plante un panneau, permis de construire sur un champ, et là, les riverains sont alertés. Ces riverains qui, progressivement, ont bénéficié de ce qu'on leur disait, je pense, rentrent aujourd'hui non plus dans un processus de NIMBY classique où on rejette ce qui est à côté de chez nous, mais réellement en résistance avertie, et en témoignent les plus de 390 000 signatures de pétitions et les nombreux articles de journaux que l'on peut voir ici ou là. Alors nous avons rédigé des fiches assez pédagogiques que vous retrouvez sur le site, hein, qui est indiqué, et nous répondons, vous le savez aussi, aux observations et aux consultations multiples, même si cela
un effet modéré, on ne peut pas, nous, ne pas répondre lorsque la parole nous est donnée. Alors vous voyez ici la répartition sur la métropole des 305, en réalité il y en a 307 aujourd'hui, associations ou collectifs de riverains qui sont dans le CNVM-CH. Toutes ces cartographies sont en libre accès. Je ne peux pas parler de méthanisation sans essayer de manière ultra brève de dire ce qu'est un méthaniseur. Et donc je n'ai pas la prétention ici d'aller très loin, simplement pour vous montrer qu'il y a des intrants de méthanisation, que les contrôles de ces intrants sont souvent visuels, et qu'on va mettre tout ça dans un réacteur, que ce réacteur est privé d'oxygène, que donc on est en réaction anaérobie, et qu'il va se créer toutes sortes de gaz, et si on fait bien les choses, principalement il y aura du méthane qui sera dégagé. Évidemment le méthane est léger, donc il se récupère sous les jolis dômes que vous voyez un peu partout dans la nature et qui fait gonfler le dôme, sous l'effet donc des gaz, et puis de CO2, hein, dans les proportions indiquées ici, plus des gaz subalternes en proportion moindre, mais pas forcément négligeable. Et bien sûr, en bas se récupèrent deux phases qu'on va appeler, que beaucoup appellent des digestats, mais que nous on appelle des indigestats, puisque par exemple les solides n'ont pas été digérés. Et puis une phase liquide, qu'on va voir peut avoir certaines incidences. Alors le réacteur ne peut fonctionner que si le nombre total d'atomes de carbone rapporté au nombre total d'atomes d'azote se situe entre 20 et 30. Il fonctionne en dehors de ce domaine-là, mais moins bien, c'est-à-dire que si on veut effectivement beaucoup de méthane, il faut rester entre 20 et 30 pour ce rapport. Ce qui implique d'ores et déjà que si vous mettez des effluents d'élevage, qui ont la chance d'amener beaucoup de liquide, donc qui vont permettre d'économiser de l'eau, ces effluents vont amener surtout de l'azote, ou si vous mettez par exemple des matières stercoraires, des résidus d'abattoir, vous amènerez beaucoup d'azote, donc le rapport va être très bas et ne va pas produire beaucoup de méthane. Et à l'inverse, si vous êtes grand céréalier et que vous amenez beaucoup de végétaux, vous allez augmenter C, donc le rapport va se situer en dessus de 30. Et vous voyez bien que ça n'est pas propice dans les deux cas à produire beaucoup de méthane, donc les grands éleveurs vont devoir aller chercher des céréales assez loin, et les grands céréaliers vont devoir aller chercher des effluents assez loin. Ça entraîne directement le fait que les zones de chalandise et d'épandage sont très éloignées. D'une manière moyenne, si vous mettez, bien sûr ça varie hein, selon ce que vous faites, mais de manière moyenne, en gros, si vous mettez 100 000 tonnes d'intrants sur une année, vous allez récupérer 10 000 tonnes de gaz. Dans ces 10 000 tonnes de gaz, on le voit, il y a surtout du CH4 et du CO2. Si vous voulez faire de l'injection, vous récupérez, vous épurez. D'abord, il vous faudra sécher, puis désulfurer. Et puis là, si vous voulez injecter, vous devez épurer le gaz. Le mélange de gaz CH4-CO2 qu'on appelle biogaz, vous l'épurez pour en faire du biométhane. Et vous récupérez donc 6 000 tonnes de biométhane. Donc 6% de la masse des intrants, hein, pas plus. Si vous voulez cogénérer, bien sûr, vous pouvez brûler directement le biogaz et créer de l'électricité que vous allez diffuser en ligne chez ERDF, ou bien l'utiliser en consommation proche, hein, en circuit court, chez vous, pour chauffer votre maison, votre serre, votre étable, ou bien localement une piscine municipale ou d'autres choses comme ça. Vous pouvez aussi brûler directement le biogaz en chaudière, et donc vous faites un peu l'équivalent, sauf que là, comme c'est de la chaleur que vous récupérez directement, vous ne pouvez pas le répartir en ligne. Et vous pouvez encore le compresser ou le liquéfier et en faire du gaz pour les véhicules. C'est des choses qu'on voit actuellement,
sachant que les véhicules au gaz sont censés émettre moins de gaz à effet de serre que l'utilisation du diesel ou d'un autre combustible fossile. Lorsqu'il y a des problèmes, eh bien, vous dégazez, hein, vous êtes obligé de brûler les gaz, et à ce moment-là, vous émettez du CO2 et éventuellement d'autres choses dans l'atmosphère directement. Alors ça se voit surtout au début, hein, à la mise en route des usines de méthanisation, mais ça se voit aussi lorsqu'il y a des problèmes de surpression. Disons, ces tourchères sont là pour la sécurité, c'est vrai, mais donc elles tournent, et elles tournent pas qu'au démarrage des usines, elles tournent très souvent aussi après le démarrage, et c'est pas pris en compte dans les bilans environnementaux, tout ça. Alors pour les indigestats, qui sont donc tous ces extrants, hein, dans les extrants vous avez les gaz émis par la tourchère, ceux qui seront émis à la combustion et aux différents stades de séchage, etc. Et puis vous avez les indigestats, 90% du tonnage initial, c'est-à-dire qu'en termes de réduction de déchets, c'est une méthode qui réduit probablement, c'est probablement la méthode la moins bonne pour réduire les déchets, j'allais dire, ou l'énergie renouvelable la moins bonne. Vous avez le digestat liquide, qui a un C sur N très faible, donc qui ne pourra jamais amender le sol. Alors là, vous avez 80% à épandre, et puis le digestat solide, qui lui est composé de tout ce qui n'a pas été digéré, la lignine, les celluloses, on va dire les bouts de bois en gros, hein, qui, eux, ont un rapport C sur N intéressant, entre 10 et 25, voire un peu plus des fois, mais qui ne représentent que 10% de la masse d'intrants initial, donc qui sont loin de faire le travail que feraient des rameaux qui tomberaient au sol, par exemple. Bien alors, qu'est-ce qui se passe finalement dans ce fermenteur, en deux mots? Eh bien, tout ce qui est matière organique, donc constituée de carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre, phosphore, tout ce qui est, toute cette biomasse va être décomposée en anaérobie. Alors, si on prend un exemple, hein, les glucoses, les polysaccharides, donc les chaînes qu'on va dire courtes, sont décomposées par les bactéries, et les chaînes qu'on va appeler longues, donc les bouts de bois, sont en principe décomposées par les champignons, mais il n'existe pas de champignons aérobie, et donc dans le fermenteur qui est le méthaniseur, seules les bactéries anaérobies vont pouvoir faire cette décomposition, ce qui explique que les chaînes longues restent dans le digestat solide. Alors j'ai disséqué comme ceci en deux grandes catégories. La nature aime pas le vide, vous savez que donc il y a d'autres catégories intermédiaires, mais pour simplifier, on va dire ça. Du même coup, on arrive avec des résidus, et là on a d'autres micro-organismes dans le méthaniseur, dans le fermenteur, qu'on appelle des archées, et qui vont prendre la fraction qui a été décomposée, et qui vont créer du méthane. Donc souvent on lit dans les articles que ce sont les bactéries qui produisent du méthane, c'est pas vrai, c'est les archées. On doit ensemencer avec des archées ou prendre les archées des effluents pour aller dans le méthaniseur, ce qui économise un petit peu, mais souvent, comme on veut produire plus de méthane que ce qu'il est généralement produit dans la nature, par exemple lorsque la vache rote, elle émet à peu près 30% de méthane, et ici il faut aller plus haut, sinon ça ne devient pas rentable, donc on rajoute des archées pour produire plus de méthane, c'est ce qui fait que le biogaz n'est pas naturel. S'il était entièrement naturel, la réaction produirait en gros 30% de méthane. Mais toutes les matières initiales ne vont pas pouvoir produire autant de méthane les unes que les autres. Et par exemple, les lisiers de porc vont produire en gros 10 mètres cubes de méthane par tonne ingérée, alors que les huiles alimentaires vont être proches de 800. Il y a un rapport quand même qui est important, hein, de l'ordre de 80. Ce rapport-là fait que les effluents, ceux que l'on a pris comme prétexte pour développer la méthanisation, ne sont pas les meilleurs producteurs de méthane.
Et donc vous sentez bien d'ores et déjà que si les effluents sont pas les meilleurs, financièrement ça va pas être intéressant. Donc on va rajouter des végétaux. Pour rajouter des végétaux, on prend ceux qui produisent le plus, qui ont le meilleur pouvoir méthanogène, ceux qui produisent le plus de méthane. Et ça, c'est généralement les céréales, mais surtout le maïs. Vous voyez, vous avez un facteur tout de suite 9 à 30 sur le maïs par rapport au lisier de porc. Et c'est exactement la dérive que l'on est en train d'observer, qui est « je veux plus de méthane, donc je mets beaucoup de végétaux, donc il faut que je fasse pousser des végétaux ». C'est ce qui s'était passé en Allemagne, et c'est ce qui arrivera en France de plus en plus. Alors malgré tout, si on prend ça en tête, hein, qu'on le garde bien, il se trouve que, attention, il y a certaines biomasses qui sont riches en éléments qui sont mauvaises pour la méthanisation. Alors, par exemple, j'en cite qu'un, hein, mais le soufre. Si vous mettez par exemple des algues, certaines algues ont beaucoup de soufre, et le soufre va être un tueur de bactéries anaérobies, et donc va entraîner un effet dépressif sur la production de méthane, ce qui explique que certaines algues ne sont pas vraiment très appropriées pour la méthanisation. Je vais en venir au fondement de ce qui ne va pas avec la méthanisation, et pour ça je suis obligé de faire un petit inventaire de tout ce qui va se faire. Et en réalité, si on prend la globalité de la filière, on s'aperçoit que tout n'est pas comptabilisé. Et j'ai mis quelques trucs ici, mais il y en a d'autres, mais vraiment, à toutes les étapes, que ce soit les intrants de méthanisation, le transport, les extrants, le stockage, la distribution, à toutes ces étapes-là, vous avez émissions de gaz à effet de serre, émissions de gaz autres, vous avez émissions de fuite, c'est du liquide, c'est plus du gaz, vous avez émissions de digesta, c'est liquide solide, et à toutes ces étapes-là, bien sûr, vous faites appel à tout ce qu'il y avait dedans. Donc c'est plus ou moins sympathique. Si vous faites la comptabilisation rigoureuse de toutes ces étapes, vous arrivez à un ensemble industriel qui est extraordinairement émissif, en termes de gaz à effet de serre ou en termes de particules, etc. Et pour prendre un exemple, hein, prenez par exemple les transports, il faut comptabiliser les intrants des cultures cette fois-ci, c'est-à-dire les phytosanitaires, les semences, j'en oublie. Il faut avoir pris en compte l'étape culture, les labours, les récoltes, j'en oublie, les intrants de méthanisation qui sont donc là, qui eux-mêmes sont des cultures, vivrières ou intermédiaires, des élevages avec leurs effluents, des refus d'élevage, des pailles, etc., l'industrie agroalimentaire, l'industrie des procédés, les déchets d'abattoirs, j'en oublie encore, et puis, dans les transports, transporter à nouveau les digestats. Donc vous voyez que quand on comptabilise tout ça, on va arriver rapidement à un système qui n'a pas de sens d'un point de vue écologique. On oublie souvent de comptabiliser l'aspect distribution. Alors il y a un aspect que vous maîtrisez, par exemple les lignes électriques. Vous savez qu'il y a des pertes en ligne. Ces pertes en ligne, pour EDF, sont pas trop pénalisantes. Bien sûr, il faudrait les éliminer. Mais elles sont pas trop pénalisantes, parce que l'énergie nucléaire est tellement plus grande que même quelques pertes font pas grand-chose. Elles font. Il faut à nouveau essayer, il y a des thématiques de recherche là-dessus, pour essayer d'éviter ces pertes. Mais vu la grandeur de l'énergie nucléaire, finalement, ça n'a pas énormément d'importance. Alors que dans des gazoducs, il y a aussi des fuites, alors c'est plus des pertes, c'est des fuites, et ces fuites vont jusqu'à 1%. Donc, perdre 1% sur une production qui serait la méthanisation, et qui n'est pas extraordinairement grande, ça a un impact. Et lorsqu'on émet non plus des pertes électriques, mais c'est-à-dire de la chaleur, les fils chauffent et ça fait des pertes,
mais qu'on émet du gaz CH4 dans l'atmosphère, là on a énormément de gaz à effet de serre qui est émis. Si on utilise des stations de gaz pour les véhicules, lorsqu'il y a des pertes dans les réservoirs des véhicules, alors a fortiori si c'est du gaz compressé, c'est un peu moins que si c'est du gaz liquéfié, mais vous avez par exemple sur tous les réservoirs des purges qui s'activent au cas où le véhicule est en plein soleil et qu'il faudrait éviter que ça explose. Tout ça, c'est du CH4 qui est émis. Et puis vous avez les utilisations locales qui elles-mêmes sont sujettes à tous ces phénomènes de fuite. Et pourquoi est-ce que j'insiste? C'est que les gaz à effet de serre, vous le savez, aujourd'hui, nous avons le GIEC qui nous le rappelle de plus en plus fortement, il vaut mieux éviter d'en émettre. Alors, on commence à le sentir de plus en plus prégnant, hein, mais nos enfants vont le sentir encore plus, et on n'est plus à une échéance d'une centaine d'années, on est devant le mur. Le mur est là, on ne le voit pas même s'il est là, et il risque d'être dramatiquement là. Mais on ne sait pas quand, mais il y est, c'est sûr. Le GIEC nous le rappelle, ça fait très longtemps qu'il nous le rappelle, et aujourd'hui, visiblement, tous les politiques en sont conscients, puisqu'ils nous le rabâchent. Donc, quand on est conscient, on agit. Et on est face à une situation où, et je vais reprendre ces graphes pour que vous saisissiez l'ampleur du problème, on est dans une situation où il ne faut plus émettre de dioxyde de carbone. Pourquoi ? Parce que si vous lisez ces graphes, vous voyez ici on est au départ, c'est-à-dire aujourd'hui, on est ici à cette contenance atmosphérique de CO2. On part d'ici. Si demain on arrête tout, toutes les industries, si on n'émet plus, sauf les plantes, on ne va pas les empêcher de respirer, mais si demain on n'émet plus de CO2 d'origine anthropique, d'origine humaine, dans 200 ans, ici, il va en rester en gros 70% dans l'atmosphère. Il en restera aussi un peu dans les sols, et puis vous voyez les répartitions dans les océans, ça aura augmenté un peu, mais beaucoup dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère est grand, et on peut ne pas le saturer en CO2 assez facilement, c'est-à-dire qu'il va continuer à en absorber. Alors on peut dire 70% dans 200 ans, donc vous voyez, on est déjà derrière la limite catastrophique vers laquelle on va. Dans 2000 ans, le point qui est ici, il en restera encore 30%. On peut dire donc que tout le CO2 que l'on émet aujourd'hui a, pour une durée très longue, une influence sur le climat qui ne va pas s'estomper juste en arrêtant. Et ça, on peut rien y faire, quel que soit le CO2 que l'on émet. Donc il faut diminuer ces émissions de CO2. Et il faut aussi diminuer les émissions de CH4, c'est vraiment le leitmotiv du dernier rapport du GIEC, tout de suite. Parce que, bien sûr, si on le fait tout de suite, on ne verra pas la conséquence positive tout de suite, on ne le verra pas avant 20 ans, mais si on ne le fait pas, on est sûr qu'on sacrifie les générations futures. À un point qu'on ne doit pas oublier, surtout si on est politique, mais finalement toute action est politique, même au niveau individuel. Donc on doit essayer de faire tout ce qu'on peut pour ne plus émettre. Le graphe de droite est là pour vous montrer que ça se mesure, ce ne sont pas des paroles en l'air. Les mesures, il y en a pléthore. Alors on le voit par exemple, mais vous voyez ici c'est un graphe depuis 1955, hein, déjà depuis 70 ans, les scientifiques alertent là-dessus, puisqu'on le voit. Et vous voyez sur ce graphe une évolution progressive au fur et à mesure des années, qui a été mesurée donc sur un observatoire en plein milieu du Pacifique, dans l'hémisphère nord,
cette progression-là est due aux hommes, due au développement technologique, due à l'ensemble de l'humanité, cette progression. On est ici à 423 ppm aujourd'hui, on est parti avant l'ère technologique à 250, si mon souvenir est bon, et on voit superposer à cette évolution progressive, qui accélère, hein, vous voyez que la pente est de plus en plus grande, on voit superposer une sorte de variation périodique, ça c'est tout simple, c'est que en automne, lorsque les feuilles tombent au sol, la biomasse est digérée et donc le CO2 est réémis. Donc ça, ce sont les variations qui sont dues simplement aux variations de biomasse sur Terre. Ce qui fait qu'on les voit. Ça, c'est intéressant. Eh bien, la méthanisation aura un effet sur l'amplitude de ces oscillations et aussi sur la montée progressive. C'est ça que je veux essayer de vous illustrer, parce que si on est convaincu de cela, on est convaincu que la méthanisation doit être abandonnée, au même titre que toute émission de CO2. Et pour cela, on ne peut pas faire l'économie de parler de neutralité carbone. Alors, neutralité carbone, c'est un gros mot qui, à mon avis, est mal choisi. On dit biomasse, la biomasse, on transforme en CH4, le CH4, on le brûle, ça fait du CO2, le CO2 est pris par les plantes, c'est la photosynthèse, et comme on a des plantes, on prend la biomasse, et ça fait un cycle, on régénère du CH4, etc. Donc, on dit ça pour favoriser le développement de la méthanisation. On dit toute biomasse et tout CO2 que l'on a émis à cause de la méthanisation, c'est quelque chose qui provient de la biomasse, donc circuit court, on est neutre. Alors, j'ai envie de dire que on ne peut pas faire autrement que d'être neutre. Lorsqu'on prend la définition de ce que veut dire neutralité carbone, c'est qu'on ne change pas le nombre d'atomes de carbone sur Terre. C'est ça, être neutre en carbone. Eh bien, la méthanisation, comme toute autre technique, n'a aucune action sur le nombre total de carbone sur Terre. Donc elle est forcément neutre. Il n'y a même pas besoin de passer par cet artifice. Mais ce que l'on sous-entend par cet artifice, c'est que neutralité carbone égale neutralité climatique. Et ça, c'est complètement différent. C'est une notion fausse. C'est pas parce qu'on est neutre en carbone que l'on est neutre pour le climat. Et pour comprendre ça, il suffit de savoir où se trouve le carbone. Parce que le carbone dont on parle ici, c'est le carbone sous forme de CO2 ou de CH4. Si le CO2 se trouve dans les plantes, par terre, il n'y a pas de problème pour le climat, au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait stocker tout en bas. En revanche, si le CO2 se trouve en l'air, là c'est très mauvais pour le climat. C'est-à-dire si on l'a brûlé. Si on a brûlé la matière qui contenait du carbone. Et c'est là où le bas blesse. Parce que le GIEC, simultanément à nous dire « attention, il ne faut plus émettre », il sait où va le CO2. Parce qu'il a regardé l'ensemble des publications scientifiques qui en parlent. Et quel que soit le CO2, quelle que soit sa provenance, industrielle, de méthanisation ou la respiration des plantes, on sait que dès lors qu'il est émis, 44% de ce CO2 va rester quasiment ad vitam aeternam dans l'atmosphère. Vous avez vu la courbe d'avant, jusqu'à 2000 ans, il en reste 30%. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Il n'y a personne derrière qui dit « cette molécule de CO2 que tu as émise par méthanisation, je la prends et je force la plante à la prendre par photosynthèse ». Ça ne marche pas, ça. Par conséquent, dès lors qu'on émet du CO2, on sait que l'atmosphère en mange beaucoup, et comme l'atmosphère est loin d'être saturée, ça va continuer pendant longtemps. Il y a aussi une partie du CO2 émis qui va se stocker dans les océans,
qui va les acidifier, à raison de 27% à peu près, et le reste revient sur Terre, bien sûr. Les 29% restants viennent sur Terre, mais ils ne viennent pas tous par photosynthèse sur Terre. Ça peut être des pluies acides, et puis par photosynthèse, ça peut être des forêts, des prairies, des montagnes. Hein, des prairies de montagne, on ne va pas reméthaniser ça, parce qu'il va falloir aller les chercher. Donc si on prend la surface agricole utile en considération, qui est à peu près 40 à 50% de la surface de la métropole, là-dedans il y a des élevages, et puis il y a aussi de la nourriture pour les hommes. Vous voyez les pourcentages, si vous prenez 80% des élevages, il reste 20% des 40% des 29%. Vous voyez que sur tout ce que vous avez émis au départ comme CO2, s'il reste 5% pour la photosynthèse, que l'on pourra à nouveau prendre sous forme de biomasse, ça sera le grand maximum. Donc le circuit court ici, que ce soit le circuit court du CO2 ou de la biomasse, il est extrêmement critiquable, et en réalité ça ne marche pas. Donc la neutralité carbone qui est imposée physiquement pour la méthanisation comme pour toute autre filière, est en fait une neutralité carbone qui n'engendre absolument pas de neutralité climatique, c'est bien pire, elle en génère. Et je vais essayer de vous montrer ça sur un petit diagramme pour peut-être cristalliser un peu plus la façon dont on a de le voir. Alors regardez pas ce qu'il y a à droite, hein, c'est des choses qu'on peut détailler, mais imaginez deux réservoirs finalement. Un qui est placé en dessus de l'autre. Vous avez compris, l'atmosphère est en haut et puis la biomasse terrestre est en bas. Si on part d'un niveau qui est ce niveau-là, en bleu, si on part d'un niveau équivalent en haut, les plantes vont prendre par photosynthèse, et donc vous avez du CO2 qui revient dans le bocal du dessous. Dans le même temps, vous méthanisez, et donc vous envoyez aussi du CO2 dans le bocal du dessus. Si vous le faites avec parcimonie et pas trop fort, les niveaux vont rester équivalents. Mais vous m'avez suivi. Si vous méthanisez beaucoup, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui en France, mais dans le monde aussi, hein, si vous méthanisez beaucoup, en permanence, vous envoyez du CO2 de manière importante dans le bocal du dessus. Alors que pour pomper du CO2 de dessus pour qu'il aille dessous, il faut des plantes. Et là, vous ne maîtrisez pas les plantes, elles poussent comme elles veulent. Et comme les pays industrialisés sont ceux qui émettent beaucoup de CO2, et ils sont dans l'hémisphère nord, et que dans l'hémisphère nord, les plantes en hiver, ça ne pousse pas, eh bien, le flux que vous avez qui va du haut vers le bas est très faible, comparé à celui qui va vers le haut, puisque en hiver, quand les plantes ne poussent pas, on se chauffe beaucoup. Et malheureusement, c'est ça qu'on est en train de vouloir développer. Donc on est en train, progressivement, de vouloir charger le bac du dessus, avec le trait rouge, là, et arriver à une situation où le réchauffement climatique va empirer. Ce qu'on veut atteindre, c'est la ligne verte qui est en dessous, où on veut charger beaucoup de CO2. Vous voyez bien qu'on ne va pas dans ce sens-là. Parce qu'on va beaucoup dégager de CO2 l'hiver, et on va très peu prendre de biomasse l'hiver. Par conséquent, on a deux effets, et je reviens sur ce que j'avais juste avant. Le fait d'émettre beaucoup en hiver de CO2 va faire que ces oscillations vont être nivelées par le haut, donc en moyenne on aura plus de CO2 atmosphérique, et le fait qu'il y a une fuite de 44% dans l'atmosphère fait que cette courbe va monter et va accélérer au fur et à mesure que la méthanisation va se développer. On n'a pas le choix. Tout ça est physique, on ne peut rien y faire. Alors on peut se poser la question finalement, même si on croyait les gens qui nous disent que la méthanisation limite les gaz à effet de serre.
Ben, moi, je suis pas particulièrement contre eux, hein, je veux essayer de prendre leurs chiffres et voir ce qu'on fait. Il vous faut voir que aujourd'hui, le bilan net des émissions de gaz à effet de serre représente 20 gigatonnes équivalent CO2 par an. C'est-à-dire qu'il y a 20 gigatonnes qui partent. Donc chaque année, l'atmosphère retient 20 gigatonnes de plus de CO2. C'est ça que ça veut dire. Hein. 20 gigatonnes, ça fait ça. Vous voyez, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 20 milliards de tonnes. Alors je prends les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui. Parce que les équipementiers disent, avec ce méthaniseur, je vais éviter tant de tonnes de CO2 émis par an. Donc je les crois, parce qu'ils me donnent le chiffre. J'en fais la moyenne. Ça, je l'ai fait sur une centaine de chiffres que les équipementiers m'ont donné. Cette moyenne, elle me donne 5800 tonnes de CO2 par an par méthaniseur qui sont économisées pour l'atmosphère. Alors, si vous divisez 20 gigatonnes par 5800, ça vous nécessite 3 à 4 millions de méthaniseurs au monde, pour éviter ou pour compenser les émissions anthropiques. Alors, 3 à 4 millions de méthaniseurs, heureusement pas en France, hein, mais au monde. Bon, alors regardons combien on a de terres émergées au monde, 148 millions de kilomètres carrés. Ça fait donc 47 kilomètres carrés par méthaniseur, un tous les 7 kilomètres. Ah, un tous les 7 kilomètres, ça veut dire que on rejoint un chiffre qui est celui, finalement, qui correspond aux prévisions ADEME, Solagro, etc., qui disent on veut en 2050 10 000 méthaniseurs en France. Ça fait à peu près ça, un petit peu moins dans le cadre de la France. Attention, dans les 148 millions de kilomètres carrés, j'ai pas compté, j'ai pris en compte l'Antarctique, l'Arctique, etc., des endroits où la biomasse risque d'être limitée, mais peu importe, on veut des grandeurs. Allons plus loin. Si on émet par méthaniseur en moyenne 5800 tonnes, ça veut dire que chaque méthaniseur contribue pour, vous voyez, 0,00029% de la réduction de CO2 atmosphérique. Alors s'il n'y a pas de problème, etc. Mais ça, c'est autre chose. Et le GIEC nous dit, pour augmenter la température moyenne de 0,63 degrés, il faut 1000 gigatonnes de CO2 supplémentaires. Donc on fait le rapport, et on voit que chaque méthaniseur a une capacité à baisser la température moyenne terrestre de 4 milliardièmes, de 0,4 milliardième de degré. Génial, non? C'est-à-dire qu'on retombe sur les 3 ou 4 millions de méthaniseurs, si on multiplie ça, on y arrive presque. Et regardez, même le plus gros projet en France, hein, celui de Corcouët-sur-Logne, qui en principe doit avaler 680 000 tonnes par an d'intrants, j'espère qu'il ne se fera pas, et donc qui affiche, calculé par les équipementiers, 59 000 tonnes par an d'économie de CO2 émis, eh bien il aura un impact gigantesque de 0,00000, j'en passe, sur la température moyenne. Donc, à nouveau, je vous rappelle que ça, c'est si on croit ce que nous disent les équipementiers. Moi, je vous ai dit, de toute façon, c'est faux, puisqu'il y a une fuite vers l'atmosphère, et celle-ci, on n'y peut rien. Et en plus, on va participer à niveler les oscillations dues à la biomasse, les oscillations de CO2 atmosphérique. Donc on est loin de faire quoi que ce soit. Alors on va être obligé de se pencher un peu plus sur ce que fait la méthanisation, et donc sur, par exemple, un des cycles concernés, qui est l'assimilation de l'azote. Parce qu'on nous dit souvent, c'est génial, le digestat liquide, il y a plein d'azote dedans, donc c'est un engrais. C'est vrai, hein, l'azote est un engrais, mais il est sous forme NH4+, donc c'est mieux pour les plantes, c'est plus facilement assimilable. Ok. Alors je ne parle pas ici des légumineuses qui, elles, fixent par le système racinaire directement le N2 atmosphérique, hein, je parle que des autres plantes. Mais voilà ce que fait finalement la matière organique quand elle est déposée sur le sol, elle fermente de manière aérobie avec de l'oxygène. Les champignons vont la décomposer et vont créer du NH4+, ce sont les ions ammonium.
Par nitrification, les ions ammonium vont être transformés en nitrates, NO3-, et les nitrates, eux, vont bénéficier aux plantes. C'est ça le cycle naturel. Il faut des nitrates, il ne faut pas des ions ammonium. Et d'ailleurs, je pense que vous aurez tous remarqué que l'industrie chimique a vendu ce qu'on appelle du NPK ou des ammonitrates depuis 70 ans à l'ensemble des agriculteurs comme engrais. Vendre des nitrates comme engrais pendant 70 ans partout à travers le monde, alors que c'était les ions ammonium, pas les nitrates qu'il fallait mettre, ça me paraît un peu gros. Mais on nous le dit, hein, les nitrates sont mieux. Alors quand on dit que c'est plus facilement assimilable, c'est vrai, parce qu'on évite l'étape d'ammonification, c'est-à-dire on squeeze les champignons, en gros. En tout cas, tout un tas de micro-organismes du sol qui vont se nourrir de la matière organique jusqu'à arriver à la création de NH4+. Bon, et dans les sols tempérés, il y a plus de nitrates que d'ammonium, c'est sûr. Alors là, si vous ne me croyez pas, ce que j'espère vous faites, vous irez voir, par exemple, les travaux de Juliette Lémarie à Paris, mais ce qu'on va engendrer si on amène trop d'ion ammonium, c'est ce qu'on appelle une hypoxie. On va créer des sols acides par excès d'engrais. Et de manière générale, les plantes tolèrent bien moins l'ammonium, les plantes de culture, pardon, tolèrent bien moins l'ammonium que les plantes sauvages. Donc il va falloir faire attention. Et généralement, évidemment, les agriculteurs le savent, ils ne mettent pas de l'ammonium comme ça. En tout cas, les équipementiers doivent leur dire attention, n'épandez pas trop. L'absorption de l'ammonium peut être toxique à forte concentration sur les plantes. Mais j'aimerais... Alors, vous lirez, ça aussi, ce sont des choses qui peuvent être importantes, et puis là, il y a tout un tas de références que je vous donne, qui peuvent être lues. L'important, pour comprendre les choses, pourquoi est-ce que finalement, ce sont des nitrates que l'on veut? Et même si on ramène des ions ammonium, de toute façon, il faudra qu'ils soient transformés en nitrates avant d'être absorbés par les plantes, sauf quelques cas particuliers. Tout simplement parce qu'il y a une barrière racinaire. Et la barrière racinaire, du côté de la racine, elle a des ions qui sont positifs, des charges plus. Alors que si on amène du NH4+, il est lié à un cation, donc il a une charge plus, et vous savez qu'une charge plus va repousser une charge plus. Donc il y a très peu de chances pour que NH4+, passe dans la racine, alors que si vous amenez du NO3-, oui, il passe tout de suite. C'est comme ça que ça marche. Finalement, tout ce qu'on nous dit, c'est du langage qui est là pour faire passer un certain nombre de notions qui sont fausses. Et maintenant, je voudrais regarder l'autre cycle, qui est le cycle du carbone, parce qu'on nous dit simultanément NH4+, qui est le résidu de la méthanisation, est un super engrais. Ça, c'est pour le digestat liquide, puisqu'on en a beaucoup, je vous rappelle, 80% à épandre. On vous dit aussi le digestat solide, qui représente les 10%, c'est un super amendement, il ramène beaucoup de carbone dans les sols, donc beaucoup d'humus. Eh bien, il faut regarder maintenant comment marche le carbone dans les sols. Or, il y a là aussi, de façon simplifiée, bien sûr, vous avez un modèle qui est celui de Hénin Dupuis, qui en fait résume en moyenne ce qui se passe. Vous avez des résidus organiques, donc des feuilles qui tombent, des bouts de bois qui tombent, et vous allez créer de l'humus. Et pour ça, il y a un certain coefficient, qui est un coefficient K1, qui vous dit je gagne en carbone organique du sol. Ce facteur K1, il fait que 1 moins K1, c'est du CO2 rejeté dans l'atmosphère. Naturellement, c'est ce qui se passe.
Et puis ensuite, l'humus est utilisé par les plantes, et puis il y a un coefficient, K2, qui minéralise, qui est un processus très lent, et qui rejette aussi du CO2. Donc en fait, le carbone, une fois qu'il est CO2, après il y a la photosynthèse, et il reviendra via les résidus organiques sur le sol. Ça met très longtemps. Pour une raison simple, c'est que K2 ici, c'est à peu près 1,5%, 0,015. En moyenne, hein. Si vous faites 1 divisé par 0,015, vous obtenez quelque chose proche de, on va dire, 50. C'est-à-dire que vous êtes, en 50 ans, l'atome de carbone fait le tour du cycle. Il faut 50 ans pour arriver à faire rentrer du carbone, qu'il reparte dans l'atmosphère et qu'il revienne dans le sol. Le cycle est très long, un sol qui est un sol détruit va mettre très longtemps à se reconstituer. Mais le sol naturel gagne en humus. Malgré le CO2 qui est là, le sol naturel gagne en humus, puisque les régions naturelles ont beaucoup plus d'humus que les régions industrialisées. Donc ce cycle est adapté, c'est un cycle naturel. Maintenant, ces deux facteurs, K1 et K2, K1 vaut à peu près 50%, 0,5, et K2, je vous l'ai dit, 0,015. Donc qu'est-ce qu'il va se passer en France? J'ai pris la carte du gisol en France, qui nous dit qu'il a à peu près 1450 millions de tonnes de carbone organique du sol dans la surface arable de la surface agricole utile de métropole. Alors on prend K2, hein. C'est-à-dire que K2, si on prend ces 1450 millions de tonnes, on multiplie par 0,015 et ça nous fait en gros 22 millions de tonnes de carbone, du carbone organique du sol, de l'humus, qui sont minéralisés et partent sous forme de CO2 chaque année. On a donc un rejet d'à peu près 80 mégatonnes de CO2 par an sur toute la surface agricole utile en France, quand c'est naturel. Comme le facteur K1 vaut à peu près 50%, ça veut dire que si on a enlevé 22 millions de tonnes de carbone du sol, on a dû apporter 2 fois plus, donc 43 millions. Et ces 43 millions de tonnes correspondent à peu près 80 émis de CO2. Et on peut ainsi, si on prend ces 80-là et ces 80-là, voir qu'on a à peu près 160 millions de tonnes par an de CO2 émis par la respiration du sol, on va dire, hein, par les plantes et le sol, sans culture intensive, naturelle, à l'équilibre. Que se passe-t-il si on met de la méthanisation là-dessus? Et on va prendre un schéma qui est celui de l'ADEME, où on voulait produire, alors ça c'est ADEME 2013 ou 2015, mais peu importe, disons qu'on veut 50 000 gigawattheures produits chaque année par méthanisation sur le sol français. Eh bien ça veut dire que on va émettre, ici ça correspond ça à peu près, hein, pour produire les 50 000 gigawattheures, vu la production du méthaniseur moyen, ça correspond à peu près à 4 millions de tonnes de carbone qui vont vers le méthaniseur. Donc la source de biomasse que l'on avait pour l'équilibre, on lui retranche les 3,8 millions et on n'a plus que ça. Mais le sol, lui, continue son travail. Les bactéries dans le sol et les champignons dans le sol ont besoin de nourriture, d'énergie. Elles continuent, elles, à pomper 21,75. Et pour ça, elles vont piocher dans l'humus préexistant dans le sol. Alors que parallèlement, on ramène moins de biomasse par rapport à l'équilibre. Vous voyez, on ramène que ça au lieu des 21. Par conséquent, il y a une différence ici. On va donc, avec cette nouvelle valeur apportée, émettre un petit peu moins de CO2, mais comme on l'aura amené par méthanisation, on va émettre par méthanisation 14 mégatonnes, plus ce que le sol continue à émettre, on arrive à 166 au lieu des 160. C'est-à-dire qu'on émet 4% d'émissions de CO2 en plus. Alors ça, c'est déjà mauvais, parce que ça veut dire que la méthanisation favorise l'émission de CO2. On continue à faire monter globalement la courbe que je vous montrais
d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, que pour 50 000 gigawattheures. Attention, si on développe plus, on va émettre plus. Et en parallèle, comme les bactéries du sol continuent à puiser de l'énergie dans le sol, eh bien, on a calculé, et ça on pourrait le vérifier, hein, on peut en discuter aussi, on va amenuiser le carbone organique du sol à raison de moins 0,13% chaque année. Eh bien ça, on n'y peut rien. Ça s'appelle la fin en carbone des micro-organismes du sol, la fin FAIM. Ils puisent dans l'humus existant, et à terme, d'ici 10 ou 20 ans, c'est pas mesurable sur 1, 2, 3, 5 ans, d'ici 10 ou 20 ans, on s'apercevra qu'on a intensifié la perte de carbone organique du sol qui existe déjà, qu'on a mesuré. C'est-à-dire que le sol va s'infertiliser progressivement. Alors j'aimerais, pour vous montrer où on en est, en quelque sorte, donner quelques chiffres. Alors j'ai parlé de gigawattheure, mais bien sûr ça ne vous parle pas forcément. En fait, on va parler de térawattheure. 1 térawattheure, c'est 1000 gigawattheures, qui sont 1 million de mégawattheures, ou 1 milliard de kilowattheures. Mais ça, vous payez votre facture en kilowattheures, donc forcément, vous êtes plutôt sur des chiffres ici. En méthanisation et en énergie totale, globale, en France, on est sur des chiffres qui sont bien plus grands que le térawattheure. On consomme 2500 térawattheures chaque année. Nucléaire, sources fossiles, charbon, donc pétrole, etc., et sources renouvelables. Gaz aussi. La PPE, le programme pluriannuel pour l'énergie française, dit que on importe 17% du gaz naturel russe sous forme de biogaz, donc 80 térawattheures. Ça correspond à 80 térawattheures, 17% de 2500. 17% de 500 térawattheures de gaz naturel utilisé en France. Le méthaniseur moyen, il génère à peu près, il délivre 11 gigawattheures chaque année. Donc en gros, pour se passer de gaz russe, 80 térawattheures, ou 80 000 gigawattheures, on divise par 11, il nous faut 7000 méthaniseurs. Alors on est mal là. On est mal parce que 7000 méthaniseurs, sachant que le méthaniseur moyen ingère 25 000 tonnes de biomasse chaque année, il nous faut trouver 175 millions de tonnes d'intrants. Les schémas ADEME avaient déjà à peu près ce chiffre, un peu plus, soi-disant de disponible. Ça, c'était en 2015 ou 2018. Il disait, si mon souvenir est bon, 300 millions de tonnes d'intrants et on génère nos 60 ou 70 térawattheures. Bon, génial, quoi. N'empêche qu'on n'est qu'à 17%. On consomme 500 térawattheures de gaz naturel chaque année. Et donc, pour à peine 17%, on va devoir construire 7000 méthaniseurs. C'est déjà ubuesque. On oublie au passage qu'on avait signé tous, puisque l'État l'avait signé, qu'on s'engageait à rajouter 4 pour 1000 par an dans les sols de carbone organique. Ah, c'était Le Foll qui avait signé ça. Ben voilà, on va en sens inverse, en sens opposé, clairement. Quelques autres chiffres, et je reprends donc les valeurs moyennes ici. Chaque méthaniseur moyen nécessite 2600 hectares de terre d'épandage. Vous voyez qu'avec 7000, ça va faire beaucoup. L'énergie délivrée, en moyenne, c'est 1649. C'est, 11 gigawattheures, ou 0,011 térawattheures. On a aujourd'hui 1649 méthaniseurs en service. Vous voyez qu'on est en nominal, a priori au maximum, on peut délivrer 18 térawattheures chaque année. Alors vous voyez que 18 térawattheures rapportés aux 2500 consommés chaque année, on est à 0,7% de l'énergie primaire consommée en France. Ça ne marchera pas, D'autant plus qu'on a une réduction des déchets
de 10% à peine, il en reste 90% à épandre, il va nous falloir trouver 3,5 méga-hectares d'épandage, 11% de la surface agricole utile, uniquement pour ça, hein, pour très peu. Alors moi je ne sais pas, ça correspond en gros à 15 départements. Pour nos 170 mégatonnes correspondant donc, je ne me souviens plus, aux 7000 méthaniseurs, donc aux 80 TWh que l'on voulait. Sachant que on observe déjà des cultures dédiées, qu'elles soient intermédiaires comme les cives ou comme le maïs, qui sont déjà proches du 1 million de tonnes cultivées pour les cives et de pratiquement 200 000 tonnes pour le maïs. Sachant que ces chiffres, vu les projets en cours, vont monter tout de suite à 3 millions et 300 000. Valeur basse, j'ai pas toutes les données, donc je sais qu'on est plus haut que ça. Alors, faisons un petit calcul rapidement. Prenons un réacteur vieille génération, un réacteur nucléaire 900 MW, une tranche de 900 MW, qui fonctionnerait toute l'année, c'est pas tout à fait vrai, mais disons ça, on a directement pratiquement 8 TWh. C'est-à-dire qu'un nucléaire, un vieux réacteur, c'est à peu près 800 méthaniseurs. C'est pour ça que ça marche avec le nucléaire et pas avec la méthanisation. J'aimerais vous comparer ça par rapport à une énergie renouvelable qui est souvent décriée parce qu'elle a un faible rendement. C'est le photovoltaïque. Le photovoltaïque marche parce que sur Terre, on récupère on a à peu près 1 kW par mètre carré d'éclairement. Sous nos latitudes, on peut le moduler, mais en moyenne, pour faire un calcul moyen, ça marche. Ça correspond aussi à 10 000 kWh par hectare. Si on prend un hectare, donc maintenant on peut faire fonctionner cet hectare en photovoltaïque. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre du photovoltaïque sur les surfaces cultivables, ça certainement pas, mais imaginons qu'on prend un hectare et qu'on mette du photovoltaïque qui fonctionnerait toute l'année. Alors attention, la nuit forcément ça marche pas, hein. Ça nous fait 87,6 gigawattheures par hectare, reçu. Évidemment, donc, on fonctionne que la moitié de ce temps au maximum, puisque la nuit, c'est pas le jour, et puis il y a un rendement des panneaux photovoltaïques qu'on prendra en compte. Que font les végétaux avec ça sur un hectare? Si on fait pousser des végétaux pour faire de la méthanisation, finalement, ils poussent. Et puis, comme on a nos valeurs, nous, sur les méthaniseurs, on voit qu'on peut retirer de l'énergie en méthanisant. Disons qu'on fait pousser du maïs, donc on a 40 tonnes par hectare de matière organique. En prenant les valeurs que sur les injecteurs, qu'on nous dit être les plus efficaces, on pourrait le discuter, avec 27 000 tonnes d'intrants par an, on obtient 19 gigawattheures chaque année, on va dire 20 pour faire bien. Et donc, on a à peu près 27 000 tonnes divisé par 40, c'est-à-dire 675 hectares de culture pour avoir 20 gigawattheures. Aïe! Ça veut dire qu'on a 0,03 gigawattheures par hectare au lieu de 87,6 gigawattheures par hectare. Donc en fait, on a 0,03%, hein, si on compare le photovoltaïque par rapport à la méthanisation, sur des valeurs nominales brutes, on a un rapport qui est très en faveur du photovoltaïque. Mais même si vous dites que les panneaux photovoltaïques n'ont que 10% de rendement, les panneaux aujourd'hui ils ont 20%, voire des fois 30%, mais disons 10% de rendement seulement, et qu'en plus ils fonctionnent que la nuit, eh bien vous ferez le calcul et vous voyez que vous avez un rendement énergétique entre 100 et 200 fois meilleur pour le photovoltaïque, et Dieu sait s'il est décrié, comparé à la méthanisation. C'est pas rien, 2 ordres de grandeur. Donc vous voyez qu'on va dans le mur avec la méthanisation, et continuons à aller dans le mur. On peut mesurer ça. Il y a des gens qui ont fait ça, hein, des scientifiques, qui ont essayé de comparer.
Et il y a un critère qui vaut ce qu'il vaut, mais qui n'est pas idiot. Le TRE, le taux de retour énergétique, ou ROI en anglais, qui mesure finalement le rapport entre l'énergie libérée, celle qu'on va pouvoir utiliser pour faire ce qu'on a envie de faire, rapportée à l'énergie consommée pour avoir libéré cette énergie. Donc un facteur comme celui-ci vous indique tout de suite, si je dois consommer beaucoup d'énergie et plus que ce que je vais en retirer, c'est pas la peine de me lancer, c'est sûr. Mais compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'à côté dans la libération d'énergie, même si l'énergie consommée ici est inférieure à l'énergie libérée, il se peut que malgré tout, ça ne soit pas quelque chose de viable. Et ça se mesure. Donc, regardez ici sur le graphe de droite, le pétrole américain en 1930, il avait un TRE de 100 à peu près. Aujourd'hui, le pétrole mondial, il est plutôt à 30. C'est pour ça que ça devient cher, c'est pour ça qu'on va abandonner, c'est pour ça que de toute façon, c'est voué à l'échec. Le charbon, 80. Le gaz naturel, entre 20 et 30. Alors ici, vous voyez, il y a biodiesel et éthanol. Ups, on est vers 2. Alors pourquoi je dis biodiesel et éthanol? Eh bien parce que finalement ce sont des agrocarburants qui nécessitent de la surface, et en fait ça a été aussi décrit comme ceci par Weisbach. Vous voyez, tout ce qui est biomasse, on est vers 4 au maximum. Alors, regardez pas la différence entre ce qui est assuré ou pas, peu importe, mais ça veut dire que utiliser la biomasse procure un TRE qui est de l'ordre de 4 maximum. Et la méthanisation, pour des paramètres que je ne peux pas détailler ici, est encore pire que les agrocarburants de première génération. Et il y a quelqu'un qui a dit, attention, économiquement parlant, pour être rentable, il ne faut pas un TRE inférieur à 7. Alors donc, ça ne marche pas. Alors ça c'est vrai si on n'a pas de subvention. Bien sûr, si on a des subventions, ça fausse un peu cette donne-là. Et il faut simplement dire que les subventions sont louables si on retire beaucoup d'énergie. Si on a la capacité de recueillir beaucoup d'énergie grâce à ces subventions, eh bien de toute façon on n'a pas le choix, il faut le faire. Il faut se séparer des énergies fossiles. Que ce soit le gaz, le charbon ou le nucléaire, il faut s'en séparer, le pétrole aussi. Mais il faut donc choisir les énergies qui sont les plus énergétiques. Et ça, c'est le photovoltaïque, on l'a vu, c'est l'éolien, on l'a vu, c'est les pompes à chaleur. Le solaire thermique, il est beaucoup plus intéressant, et c'est celui-là qui va compenser le gaz naturel pour chauffer les maisons. Vous voyez qu'on a ici des possibilités. Le solaire photovoltaïque, il peut faire fonctionner des ampoules avec une petite batterie si ce sont des LED. On n'est pas loin, mais certainement pas en utilisant la biomasse parce qu'on a besoin de manger et donc on doit réserver les terres à pouvoir manger. L'autre aspect que j'ai abordé et qui est important, ce sont les gaz à effet de serre. Et là, je vais très vite passer, mais je vous avais tenu cette comptabilité en disant il faut prendre toutes les étapes du problème. Si on prend toutes les étapes du problème, et qu'en plus, on se rappelle que, quel que soit CO2 émis, 44% reste dans l'atmosphère, c'est-à-dire que quand on brûle CH4, qui devient du CO2, on a une contribution que l'on doit prendre en compte, on s'aperçoit que l'utilisation de la méthanisation génère 2 à 3 fois plus de gaz à effet de serre que l'utilisation du gaz naturel français. Vous voyez qu'on est mal barré. Ça, on l'a calculé avec Jean-Pierre Joigny, et c'est des choses qu'on ne nous a pas contredites. Bien sûr, on prend en compte la combustion du CH4 là-dedans. C'est la contribution majeure. C'est celle qui donne 227 kg équivalent de CO2. L'artifice qui fait que
l'ensemble des promoteurs de la méthanisation dit que ça émet moins de gaz à effet de serre, c'est qu'ils ne comptent pas cette combustion. Mais le GIEC nous dit, le CO2, il est piégé dans l'atmosphère et dans les océans, donc il faut le prendre en compte. À cela, il faudrait rajouter les fuites, qu'on peut mesurer. Il y a des scientifiques qui mesurent, ils ont vu à peu près 4,8% du total produit. Alors ça, c'est grave, parce que on a ces données, on sait que les méthaniseurs fuient, on sait que le gouvernement ne pousse pas à contrôler, et donc on sait qu'on va dans le mur, et en même temps, on n'a aucun contrôle. Pour la France, ça correspond à 8 mégatonnes de CO2 émis chaque année à cause des fuites. Si je prends les données moyennes qui sont recueillies sur les méthaniseurs existants à l'étranger. En France, il n'y a pas de mesure. Et on sait que 85% des méthaniseurs fuient. Ça a été montré. Deuxième artifice, quel pouvoir de réchauffement global, quel PRG je prends pour CH4? Est-ce que je prends celui à 100 ans ou est-ce que je prends celui à 20 ans? Eh bien, ça c'est un facteur qui est pris pour calculer le gain environnemental de la méthanisation, par exemple. Ce facteur-là, il vaut 25 sur 100 ans. Si vous divisez 1 par 25, vous avez 4%, c'est-à-dire qu'en dessus de 4%, en continu, en dessus de 4% de fuite, votre balance environnementale est négative, il vaut mieux pas se lancer dans la méthanisation. Et nous, on est à 4,8 a priori. Bien sûr, c'est plus ou moins quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais est-ce que ça a un sens de prendre un PRG calculé sur 100 ans, sachant que le méthaniseur ne durera pas 100 ans? Un méthaniseur, ça dure 20-30 ans. On ne peut pas imaginer qu'avec les matières corrosives qui se trimballent dans les tuyaux, on ait un méthaniseur valide, sans fuite, pendant plus de quelques années. Et certainement que toutes les cuves seront percées au bout de 20 à 30 ans. Si on prend 20 ans comme durée de vie, le PRG vaut 86. 1 divisé par 86, ça fait 1%. 1%, c'est déjà les fuites qu'il y a dans les tuyaux de distribution de GRDF, qui annoncent entre 0,1 et 1. Mais c'est sûr qu'il y a plus de 1% de fuite, sur tous les méthaniseurs. On oublie de calculer ce qui est émis par le protoxyde d'azote N2O, qui, lui, a un PRG de 300. Vous comprenez l'ampleur du désastre. Les fuites ne sont pas prises en compte dans les bilans environnementaux de l'ADEME. Le mauvais PRG est pris en compte dans les bilans environnementaux de l'ADEME, de GRDF, de Solagro. On ne prend pas la combustion du méthane en compte. Il y a un moment où il faut essayer de poser tout ça à plat et de réellement réfléchir au problème. On observe déjà une concurrence à la surface. On sait qu'on manque de fourrage, de paille, de tri de céréales dans certains endroits en France. Tout le monde le voit, même les chambres d'agriculture, la Confédération paysanne, vous l'avez vu récemment, évidemment. Il y a une concurrence sur la biomasse, il y a une concurrence financière, puisque simultanément le fourrage voit ses prix augmenter. Il y a un accaparement de la surface agricole utile dû à la construction des méthaniseurs. Aujourd'hui, 5100 hectares correspondent à la surface prise par les méthaniseurs. Si on veut 80 TWh, il faudra 8 à 10 ou 15 départements pour économiser juste le gaz provenant de Russie. Il y a une concurrence hydrique, mais là on le voit partout. Il y a une concurrence sur les poissons dans les rivières, puisqu'ils meurent lorsqu'il y a des problèmes, et il y en a. Une concurrence avec les chasseurs, puisque les grives qui sont tranquillement en train de couver dans le champ lorsque on récolte les cives, autant vous dire que ça se passe pas très bien. Il y a une concurrence aux épandages, puisqu'il faut trouver les zones pour épandre. C'est pas pour rien que les pays limitrophes qui ont beaucoup de méthanisation épandent aussi sur des terres françaises.
Et c'est pas pour rien aussi que les mêmes pays qui ont développé la méthanisation viennent prendre des intrants en France, en cherchent en tout cas. Et il y a une concurrence à l'accès au foncier, puisque les néo-agriculteurs, ceux qui veulent se monter, rentrent en compétition avec une méthanisation gouvernée par des multinationales, et donc ne font pas le poids. Et si cette concurrence est là, c'est pas pour rien, ça se mesure. Et on l'a déjà mesuré, ça fait plus de 3 ans qu'on le dit au gouvernement, qui fait la sourde oreille. Si je représente ici la distance moyenne entre méthaniseurs sur la surface française ou sur la surface agricole, les triangles ici, en fonction du nombre de méthaniseurs. Vous voyez, on est ici, sur ce carré, on a 1649 méthaniseurs en service. En moyenne, ils sont à 14 km l'un de l'autre. Bien sûr, il y a des régions où il y en a plus, ils sont plus resserrés, des régions où il y en a moins, ils sont moins resserrés. On va ici, vu tous les projets en cours, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de 10 km entre chaque méthaniseur en moyenne. Alors ça, a priori, c'est juste une donnée brute. Il n'y a pas de conséquence a priori. Il y a une conséquence quand on regarde à quelle distance on doit aller pour récupérer la biomasse nécessaire à les faire fonctionner. Si vous regardez la zone de chalandise, elle s'étend jusqu'à 45 km en moyenne, c'est le trait horizontal du haut. On va donc chercher des intrants plus loin que le méthaniseur d'à côté. C'est-à-dire qu'on va manger sur ces terres. On rentre en compétition. Est-ce que les agriculteurs ont besoin d'une compétition supplémentaire? Je ne pense pas. En tout cas, clairement, on rentre en conflit avec le voisin méthaniseur. Ça ne tient pas debout. Il faudra importer d'ailleurs, comme font les autres pays. Et importer d'où? Est-ce qu'on doit importer des tourteaux de soja pour donner à manger aux élevages bretons, sachant qu'on aurait quand même pu faire pousser quelque chose pour leur donner à manger? Des pulpes de betterave, par exemple, c'est pas complètement idiot. Aujourd'hui, tout ça, ça va dans les méthaniseurs. Ça, c'est la concurrence sur les zones d'intrants. Mais où est-ce qu'on épand? C'est le deuxième trait horizontal, ici. Vous voyez qu'on épand en moyenne à plus de 25 km, donc plus loin que le méthaniseur voisin. On rentre en compétition sur l'épandage. Donc toutes ces choses-là, finalement, sont clairement en faveur de créer des stress dans tous les sens, et ne tient pas debout. Si on regarde la répartition en densité de méthaniseurs, vous voyez, j'ai rapporté le nombre de méthaniseurs au kilomètre carré de surface agricole utile, et on regarde le bleu par exemple, hein, les traits bleus. Vous voyez qu'évidemment la Bretagne est devant en densité de méthaniseurs, suit l'Île-de-France qui n'a pas beaucoup de méthaniseurs, mais comme elle n'a pas beaucoup de surface agricole utile, forcément la densité est élevée, et puis le Grand Est, qui fait la course avec la Bretagne, très bien, bien lui en face, et puis la Normandie, bon, je suis moins joyeux, et puis les Hauts-de-France, Xavier Bertrand est content, suivent les Pays de la Loire, alors dans une moindre mesure, à peu près moitié moins dense qu'en Bretagne, vous voyez, mais partout, dans tous ceux que je viens de citer, vous avez des concurrences avérées par l'ensemble de la communauté des agriculteurs, par les riverains, et vous voyez que c'est donc une zone dans laquelle il ne faut pas aller. Or, les autres régions, hormis la Corse, commencent à démarrer. C'est donc généralisé, et malheureusement, pour l'instant, je ne vois pas d'infléchissement sur la volonté de ne pas aller trop loin. Évidemment, ça vient avec une certaine accidentologie. Et là, j'essaye de donner juste des chiffres, parce que analyser des chiffres d'accidentologie, ça donne toujours des impressions qui sont un petit peu subjectives, mais je serai obligé d'en donner une ou deux quand même, mais vous voyez que les faits sont là, on relève, alors aujourd'hui 332, 329 il y a quelques jours, accidents sur 209 sites en France.
Ces cartographies sont libres d'accès sur Google, hein. Quand on regarde en fonction des années, le nombre d'accidents a augmenté, évidemment. Alors en rouge, là, vous avez le nombre d'accidents dus à des méthaniseurs agricoles, et lorsqu'on rajoute les méthaniseurs territoriaux, steppes, stations d'épuration, donc zones de stockage et zones d'enfouissage, plus les industriels, on monte, vous voyez, jusqu'ici. Mais clairement, ce sont les méthaniseurs agricoles qui donnent la majorité, la très grande majorité des accidents. Alors on peut me contredire en disant oui, mais c'est normal qu'il y ait plus d'accidentologie depuis qu'on développe la méthanisation, puisqu'il y a plus de méthaniseurs. C'est vrai. Donc on va le pondérer par le nombre de méthaniseurs en fonctionnement. Et pour ça, j'ai pris une date limite, vous voyez, qui est là. Ma date, elle est en 2000, je compte jusqu'en 2014 et après 2014. En pondérant par le nombre de méthaniseurs existants. Jusqu'en 2014, j'observais à peu près, on va dire, 7 accidents tous les 1000 méthaniseurs par an. Et depuis 2015, j'ai 38 accidents tous les 1000 méthaniseurs par an. Alors, si vous faites le ratio, hein, ça veut dire que vous avez en gros un tout petit peu moins de 6 fois plus d'accidents depuis 2015 qu'avant. Et ça, c'est lié à deux choses. D'une part, il y a plus de méthaniseurs agricoles qui sont moins contrôlés. C'est forcé puisque, on le voit, l'accidentologie, il n'y avait pratiquement pas d'agricoles avant, il y en avait bien sûr, mais il y avait 0 accident agricole avant. Il y avait des accidents dus aux ISDND et aux steppes, ils sont tous là, mais en proportion, il n'y en avait pas beaucoup. Et la deuxième raison, c'est qu'on a mis des subventions et qu'on a ouvert les robinets tellement que on va à volo. Donc alors là c'est un peu subjectif, mais mine de rien, cette augmentation est due à ça, puisque c'est ça qui fait que la méthanisation agricole se développe. Un petit peu de type d'accident, vous voyez que ce qui arrive en premier, hein, ce sont les incendies, les fuites, les explosions, les pollutions olfactives, les mises en dépression ou les arrachements de bâches, les pollutions des eaux, c'est pas rien. Et puis il y a les accidents de personnel, les rejets, les ruissellements, les fuites de digestat, etc. Bon, il y a tout un tas de types d'accidents, mais on voit très bien où est-ce qu'il faut essayer d'agir avec ça. Hein. Il faut limiter les fuites, c'est obligatoire. Moins de fuites, moins d'explosions, par exemple, ou moins d'incendies, hein, c'est logique. Moins de pollution. On peut essayer de regarder la distribution par grands constructeurs. Alors, je suis désolé, l'axe horizontal, j'ai pas pu faire apparaître tous les noms, parce que c'était trop resserré, le programme ne me le permettait pas, j'ai pas passé assez de temps pour ça. Engie arrive en tête, avec plus de 12% du nombre total d'accidents. Puis après, il y a Shada Segas Metajoule, bon, qui ont été d'ailleurs pénalisés hein, juridiquement, qui doivent payer. Bionerval Saria, IDEX Environnement, Total Font-Roche qu'on retrouve, qui est pas mal là, dans le coin, bon. Ben oui, chaque fois qu'on a acheté des grosses structures, ben, on crée de l'accidentologie, c'est le cas d'Engie et de Total. L'Onua Eta, qui est bien placé aussi, hein. Bon, donc le trio de tête et on va dire le top 10 hein, va jusqu'à Veolia. Ça paraît assez normal finalement, puisque les grosses structures sont accidentogènes. Une industrialisation qui est manifeste, puisque si on regarde le tonnage annuel moyen des méthaniseurs, il a augmenté, il n'a cessé d'augmenter depuis qu'on tient comptabilité. 2022, et vous voyez ceux qui sont en construction vont encore plus loin. Ceux qui sont en projet, je les ai pas mis d'ailleurs, c'est bizarre, mais ils sont encore plus gros. Tout ça montre que c'est industriel. Mais on ne peut pas dire le contraire, puisque c'est géré par des industriels.
c'est une industrialisation supplémentaire. C'est une intensification de l'industrialisation de l'agriculture qui était déjà intense. Est-ce que les agriculteurs ont besoin de ça? Des cours d'eau qui souffrent. Vous voyez le nombre de pollutions des cours d'eau en France n'a cessé d'augmenter. Alors il y a un chiffre assez caractéristique, celui de 2021 par exemple, vous voyez. Il y a une pollution de cours d'eau par mois à peu près. C'est dramatique, hein, ce sont des milliers de poissons morts, des centaines de kilos. Hein, on doit réagir face à ça, c'est évident, et je ne vois pas de réaction manifeste de la part de nos gouvernants. J'en ai pas eu un qui m'ait appelé lorsqu'on publie ce genre de choses. Donc, ça veut dire clairement que les poissons de rivière vont être moins importants, l'ensemble de la biodiversité souffre, donc les rivières vont elles-mêmes être moins productives. Ça va engendrer des choses assez dramatiques. Alors en 2022, on en a, semble-t-il, un petit peu moins. On verra, on n'est pas à la fin de l'année. J'ai pas tout relevé, hein. Ceux qui ont des relevés à me donner, qu'ils me les envoient, parce que je ne peux comptabiliser que si on me donne l'information. Les subventions, parce que comme je vous ai dit que c'était pas une filière viable financièrement sans subvention, c'est normal, ça se voit. Eh bien, de combien est-ce qu'on doit financer? Et en réalité, il y a la finance à la construction du méthaniseur, à peu près 700 000 € par emploi direct créé, ça a augmenté depuis les derniers pointés. Et puis au rachat de gaz surtout. Comme vous achetez du gaz à 100 € par mégawattheure, alors attention, c'est en train de monter, même si ça reste inférieur au rachat du gaz naturel, hein, mais c'est en train d'augmenter, et ça va continuer à augmenter, puisque de toute façon il y aura plus de demandes, ça va forcément augmenter. Ça veut dire que l'État, pour 5 TWh, doit trouver la moitié d'1 milliard d'euros chaque année. Pour 50 TWh, prévision ADEME, il faut trouver 5 milliards. Et pour les prévisions ADEME qui sembleraient être celles que veut suivre le gouvernement de 200 TWh chaque année économisés sur le gaz naturel, il vous faudra 20 milliards d'euros par an, ce qui, entre nous soit dit, 200 TWh ne fera même pas économiser la moitié de la consommation de gaz naturel en France. On est sur une version financièrement non renouvelable. C'est pas possible de faire ça pour si peu d'énergie. Un impact pour les agriculteurs avant tout, et là j'ai mis une sorte de rosace qui a été publiée par des collègues, qui montre tout ce qui est émis, c'est-à-dire que les agriculteurs méthaniseurs respirent toutes ces choses-là, et ce sont eux qui les respirent le plus, avant les riverains, puisque ce sont eux les plus proches de l'usine. Il y a un aspect pour les agriculteurs qui a été très bien développé par un collègue du LADIS, qui est que finalement, les méthaniseurs ressortiront pas beaucoup d'argent de ça, et les plus grosses structures seront celles qui en proportion en donneront le moins, et face aux multinationales, de toute façon, à terme, les agriculteurs n'existeront plus, c'est évident, ça ne peut pas être autrement. Et puis ensuite, j'ai des collègues qui, eux, ont travaillé sur les aspects sanitaires, donc il y a beaucoup de risques. Sanitaires, explosion, évidemment, bon, c'est pas le plus courant, heureusement, mais surtout des risques sur le moyen et long terme, avec tout ce qu'on respire. Alors sur le Grand Est, hein, puisque vous êtes du Grand Est dans le cadre de cette assemblée-là, vous voyez les accidents en rouge sont assez présents. J'ai la répartition par département, voilà, vous voyez, c'est intéressant, hein. Ça veut dire que, évidemment, les riverains qui sont un peu plus loin que les agriculteurs en bénéficient largement également. Voilà la ventilation pour le Grand Est.
Nous sommes actuellement dans le Grand Est avec 294 méthaniseurs en fonctionnement et nous arriverons à pas loin de 408 si mon souvenir est bon, avec tous les projets actuels s'ils aboutissent. C'est-à-dire que 92 millions d'euros qui ont déjà été dispensés pour construire tous ces méthaniseurs, 92 millions c'est le minimum, j'ai pas tout bien sûr, font qu'on aura à terme à peu près un méthaniseur tous les 8 km. Et ça n'est absolument pas viable. C'est-à-dire que les méthaniseurs en construction dès aujourd'hui, qui vont rentrer en compétition dès demain, sont des méthaniseurs qui auront des problèmes de chalandise et d'épandage. Il y en aura donc forcément parmi eux qui fermeront boutique. C'est une évidence, ça ne peut pas être autrement. Sauf à aller chercher de la biomasse très loin, ce qui coûtera trop cher et qui ne changera pas le problème par conséquent. Donc j'aimerais finir sur une note positive, parce que j'ai eu des notes assez négatives jusque-là, mais il me semble qu'il faut toujours finir d'un côté positif. J'aimerais dire que le CSNM n'est pas contre la méthanisation, pas plus que contre le nucléaire ou contre autre chose. C'est pas le problème. On ne peut pas dire qu'on est pour ou contre. C'est une question de curseur. Et le curseur aujourd'hui est très très prononcé vers une vue apocalyptique de la méthanisation elle-même. Ça ne pourra pas fonctionner. Tout ce qu'on a prédit est arrivé et est en train de s'amplifier. Si on veut rester avec un curseur raisonnable, il faut que celui-ci soit centré uniquement sur l'utilisation de déchets vrais. Des déchets vrais, c'est ceux qui n'ont pas une meilleure utilité par ailleurs. Des déchets ultimes, quoi. Par exemple, cultiver des cives ou d'autres cultures pour faire de la méthanisation, ça n'a pas de sens énergétique, ça n'a pas de sens agronomique, ça n'a aucun sens. Ça ne résoudra en rien l'émission des gaz à effet de serre, ni l'accès à la transition énergétique. L'énergie utilisée, l'énergie délivrée par la méthanisation qu'on va utiliser, doit être utilisée uniquement en circuit court, en autoconsommation. On peut chauffer une piscine municipale si elle n'est pas trop loin. Mais il faut qu'il y ait une retombée directe, parce qu'il y a tellement de pertes que ça n'est pas possible d'exporter trop loin. Par exemple, dans des tubes de gaz, dans des gazoducs, ça n'a pas de sens, vu les fuites. Il faut aussi avoir des intrants et des extrants appropriés. Tout ce qui est mis en intrant se retrouve en extrant en termes de métaux lourds, de composés organiques volatiles, d'autres substances pathogènes, j'en passe et des meilleurs. Il faut contrôler tout ça. S'il n'y a pas de contrôle réel, c'est-à-dire avec des vrais contrôleurs et un nombre de contrôleurs suffisant et un échantillonnage de ce que l'on contrôle suffisant, on va d'autant plus dans le mur. Évidemment, hein, les antibiotiques que l'on retrouve dans certains intrants sont sujets à favoriser l'émergence de bactéries résistantes à ces antibiotiques. C'est évident. Il y a des papiers là-dessus. On doit substituer l'énergie délivrée à une énergie plus carbonée. C'est absolument pas ce qui est en train de se passer, puisque la consommation de gaz naturel en France augmente alors que la méthanisation augmente. On doit substituer, avec chaque apparition de méthaniseur, une consommation de gaz naturel équivalente au moins. On doit avoir une utilisation et un conditionnement des extrants qui soient adaptés d'un point de vue gaz à effet de serre, il faut les couvrir, et d'un point de vue agronomique, il faut regarder les conditions pédologiques des sols. On avait proposé au CSNM de couvrir toutes les zones d'intrants, toutes les zones d'extrants. On l'avait proposé au ministère et les dernières modifications des décrets
ne l'ont pas pris en compte. L'AMF n'a absolument pas proposé ça. Solagro est allé contre. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut subordonner les subventions au gain environnemental. S'il n'y a pas de gain environnemental, ce que je viens de vous démontrer, il n'y a pas de subvention. Il faut réserver les subventions à l'isolation de l'ensemble du parc de passoires thermiques que nous avons en France, d'abord. C'est ça qui fait gagner le plus d'énergie. Et ensuite, réserver les subventions restantes pour pouvoir favoriser l'agriculture et les agriculteurs vertueux, ceux qui vont vers des démarches qui font économiser, qui font avoir un gain environnemental suffisant. Et surtout, il ne faut pas comparer aux mauvaises pratiques. Et je ne prends qu'un exemple pour finir. On prend comme prétexte le fait qu'il ne faut pas laisser un tas de fumier en bout de champ parce qu'il va émettre du méthane. Il vaut mieux l'amener au méthaniseur. Tout d'abord, il ne faut pas mettre le fumier en tas. Ça paraît logique. Si on est obligé, il faut le couvrir, faire une petite bâche de récupération de méthane. On est d'accord. On est dans le tout petit méthaniseur. Ça peut avoir un sens, si on gère les choses correctement. Mais si on déplace ce tas et qu'on l'amène sur une zone de stockage de méthaniseur où il restera en tas, non seulement on continuera à faire émettre du méthane au tas, mais en plus on aura gaspillé du CO2 qu'on aura émis pour l'amener là-bas. Ça n'a pas de sens d'imaginer de la méthanisation dans ces conditions. Voilà, donc je vais vous remercier pour votre attention puisque j'ai été probablement un peu long. Mais je vous laisse ça en image pour que vous puissiez vous connecter aux bons endroits pour avoir les bonnes informations. Merci à tous.